Shalom Obracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va étudier le premier passage de la paracha de Vayechi. La Torah nous raconte, au tout début de la paracha, que Yaakov, Yaakov Beretz Mitzrayim Sheva Esel Shana. Donc Yaakov vit en Égypte, il va vivre 17 ans. Pasuk Kaftet, Vaiklevu Yemei Israël Amos. Yaakov va commencer, donc s'apprête à mourir. Vaikra Livno Yosef, il appelle son fils Yosef. Vayomer lo, Ibna Matzati Chen Be'enecha Simna Yadechat Achat Yerechi. Vasita Imadi Chesed Emet Ana Tikberei Be'Mitzrayim. Et donc il lui demande, je t'en supplie, il le fait jurer, tu ne m'enterreras pas ici en Égypte, tu m'enterreras en Eretz Israël. ושכבתי עם אבותיהם צאתן ממצרים ובאתן מקרובתם ויאמר אנוכי אעשה כדבריך. Et Yosef en effet jure à son père, je ne t'enterrerai pas ici, je t'enterrerai en Eretz Israël. C'est le premier passage de la paracha. Ensuite, et c'est le passage que nous allons véritablement étudier, au Pérek Mebret Pasuk Aleph, la Torah nous dit la chose suivante. Vahi acharei adevarim hael. Et passé quelque temps, Yaakov, notre père, est malade. Vayomer le Yosef. On a dit à Yosef, il est apicha chole, ton père est malade. Qu'est-ce que fait Yosef? Il prend ses enfants Ménaché et Ephraim et il va visiter son père Yaakov. Vayagel Léa. On a dit à Yaakov, Vayomer, Hine bilcha Yosef va'elecha. On le prévient, voici ton fils Yosef vient te visiter. Vayitrazek Israël, vayeshev al-mita. Israël, donc Yaakov, se ressaisit et il s'assit sur son lit. Sur ces deux premiers psukim, j'aimerais entendre quelles sont les questions qui se posent à vous quand vous les lisez. Je crois aussi d'abord quand il commence à être malade, alors que Yaakov avait dit je vais en Donc, on sait déjà que Yaakov était malade, on l'a déjà vu avant, on ne sait pas qu'il était malade. Yaakov se dit, a priori, je vais bientôt mourir. Donc, il note son testament. Mais ce qui se passe là, c'est plus que ça. Vayomer le Yosef. On a dit à Yosef, ton père est mourant. D'accord? Alors, quelle question se pose? Qui c'est qui lui a dit? Très bonne question. On a dû dire que son père est Jésus. Pourquoi on a dû lui dire, a priori, son père n'a pas dit. Son père a dit, un jour je vais mourir. Il va voir un peu les nouvelles, il s'en rend compte. A priori, en effet, qu'est-ce que ça veut dire? On a dit à Yosef, ton père il est malade. Pourquoi il ne visite pas son papa? Il ne sait pas? A priori, un bon fils. Il visite son père au moins 2 fois par jour. Il appelle sa mère au moins tous les jours. Il n'attend pas qu'une fois par semaine, elle achète. Quoi? Oula! Bien sûr, on appelle sa mère au moins 1 fois par jour. Au moins 1 fois par jour. Surtout quand on habite l'homme, c'est sûr. Donc, Yosef, d'accord? Il fait au moins ce que les chéchettes ou les chiens préparent ils font, à savoir, 1 fois par jour, il vient voir son père. Et donc, évidemment, il sait qu'il est malade. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On a dit à Yosef, ton père il est malade. L'inverse, on a dit à Yaakov que Donc, on a dit, maintenant on va noter les questions, d'accord? Donc, Pasuk Aleph, on a dit 10 avec T ou S? D'accord? Voilà, on a dit question. Pasuk Bet. Vayagel Yaakov. On a dit à Yaakov, ton fils arrive, et qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il s'assoit sur son lit. Bon alors, qu'est-ce que ça veut dire on a dit? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a dit? Yosef il vient. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit à Yaakov, ton fils il arrive. On n'a pas besoin de prévenir, c'est son père. Il rentre, il tape à la porte et il rentre. C'est son père, d'accord? Autre question? Pourquoi d'abord on dit Vayomer et l'autre on dit Vayagel? En effet, pourquoi Vayomer, pourquoi Vayagel? Très bonne question. J'écris pas la question, mais la question est très bonne. On dit que Yaakov est malade et que c'est Israël qui s'appelle son nom. C'est là les mots. Alors, Israël,
Très bonne question, vous posez de très jolies questions. On va les noter comme ça. Vayaged, différent de Vayomer. Et on va poser la question là, Yaakov et Israël, à savoir qu'est-ce qui se passe avec Israël, c'est aussi une question qu'on doit se poser. Il s'assoit sur son lit. Pourquoi? Il est malade. Dans ses enfants, il paraît un peu quand même. Ah bon? Mais s'il est fatigué, il est vieux, il est fatigué, il est malade. Pourquoi il ne serait pas allongé? Et plus que ça, la Torah nous raconte ça. C'est-à-dire que si vraiment c'est pour caresser ses petits-enfants, alors pas besoin de nous le dire. Et si vraiment... Bon, je comprends pourquoi ça nous raconte ça. D'accord? Donc, il s'assoit et on se pose la question, comme ça. Vous avez compris. Bon, alors, pourquoi? Je vais arrêter d'écrire, c'est embêtant. Alors, voilà, je vais arrêter l'exemple, c'est un peu compliqué comme ça sur le tableau. On a posé plusieurs questions. Sur le Passouk Aleph, on pose la question pourquoi on dit à Yaakov? Passouk Bet, pardon, on dit à Yosef. Passouk Bet, pourquoi on dit à Yaakov? Pourquoi Yaakov, il s'assoit? Pourquoi c'est marqué que c'est Israël qui s'assoit et pas Yaakov? Pourquoi on a dit Vayomer, on a dit Vayaged? Bon, tout ça c'est vos questions. Oui, encore une question. Pourquoi est-ce que s'il a attendu pratiquement le dernier moment pour amener les familles ménagées? Pourquoi on attend le dernier moment pour les frères ménagers? Très bonne question. Pasuk Gimel. Vayomer, Yaakov, Yosef. Yaakov parle à Yosef. El Shaddai, ira elai belouz beretz kenan, vayivarechoti. Dieu se dévalait à moi à Luz, donc à Bethel, à côté. Vayivarechoti, et il m'a béni. Continue. Pasuk Dalet. Vayomer elai, il m'a dit, Inani m'afrecha, je vais te faire fructifier. L'île Biticha, tu vas devenir nombreux. Mutaticha li kalamim, tu vas être le père de nombreux peuples. Venatati il t'arrête ces autres les arachach haïchach rouzatona, mais je vais te donner cette terre. Bon. Pasuk Gimel, Pasuk Dalet. Quelle question je peux vous poser? Déjà, pourquoi il disait ça à son père? Il dit ça à son fils. Ah, pourquoi il disait ça à son fils? Pourquoi il dit ça à son fils? À savoir, a priori, Moi, c'est les adultes. Yosef, d'accord, il connaît ce qui se passe avec son père Yaakov. Il sait très bien qu'il y a de cela. Donc Yaakov, il avait 80 ans, disons, 74 ans quand il a quitté. Comment il s'appelle? 74 ans? Non, 70. Parce qu'il est à 84 qu'il s'est marié, n'est-ce pas? Donc on a 14 ans d'études, 70 ans. Donc à 70 ans, il a quitté la maison de son père. On est maintenant à l'âge de 147. Donc c'est une histoire qui avait de 77 ans. Et M. Yaakov, 77 ans plus tard, il se rappelle, il voit son fils, il lui dit: ah, je t'ai jamais raconté. Tu sais, cela il y a 77 ans, j'étais à Luz et Dieu m'a parlé. Ça vous a l'air on a l'impression que c'est plutôt un vieux comme ça qui radote, quoi. Qu'est-ce qu'il ne connaît pas cette histoire, Yosef? Pourquoi Yaakov il lui raconte qu'il y a de cela 77 ans, Akadosh Baruch Hu m'a parlé? Mais il sait très bien, Yosef. La question est claire? Oui, elle est claire. Bon. Verata. Pasuk. Donc Gimel Dalet, on ne comprend pas non plus. Aleph Bet, regardez, Aleph Bet, on ne comprend pas ce qui se passe là-bas. Et on ne comprend pas Birla pourquoi la Torah nous raconte. On lui a dit, pourquoi faire? Commence à parler directement, on parle du sujet directement. Pourquoi on commence à toutes ces introductions a priori inutiles? Bon, on commence le vif de la conversation, et voilà un petit vieux qui commence à raconter sa vie. Et on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Bon, on va continuer, peut-être qu'on va trouver un passouk qu'on prend. Passouk Verata. Alors Yaakov parle à Yosef et lui dit la chose suivante. Verata. Et maintenant, tes deux enfants qui sont nés en Égypte, jusqu'à que moi j'arrive en Égypte. Liem, ce sont mes enfants. Ephraim et Menaché,
qui Rouven et Shimon et Yuli, ils vont être comme Rouven et Shimon. À savoir, dans Jacob, il a 12 enfants. Ces 12 enfants sont censés avoir un héritage en Eretz Israël. D'accord? Il y en a deux qui n'ont pas d'héritage. C'est qui? Lévi, il n'a pas d'héritage. Et Yosef, il n'a pas d'héritage. Pourquoi? Parce qu'en fait, Yosef prend deux parts. Sa part et la part de Lévi. Et c'est qui reçoit ces deux parts? Alors, Ephraïm et Menaché. C'est ce qu'il dit Jacob. Ephraïm et Menaché vont être pour moi comme mes héritiers, à savoir comme Reuven et Shimon. Quelle question vous pouvez vous poser? Ouais, il y a marqué Ephraim, Menaché. Au début, il y a marqué Menaché et Ephraim, là maintenant il y a marqué Ephraim et Menaché. Bon, d'accord. Bonne question. Non, c'est une bonne question. Pourquoi il doit se séparer? Pourquoi il ne donne pas à Lévi et Yosef? Pourquoi il ne donne pas à Lévi et à Yosef? C'est Joseph qui a ramené ses enfants. Et c'est Oui. Jacob qui a demandé de. Enfin, comment Joseph il savait qu'il devait ramener ses enfants et que Jacob allait. Alors, a priori, on va voir le reste de ce qui va se passer. Dans le Chéni, on va voir que ce qui va se passer, c'est que Jacob, il va bénir Ephraim et Menaché. Donc, en fait, toute cette histoire-là, c'est l'introduction à la bénédiction de Ephraim et Menaché. Donc, évidemment, tu te poses la question, mais c'est quoi toute cette introduction? À quoi elle sert? D'accord? Donc, Ephraim et Menaché sont là pour être bénis. C'est pour ça que Jacob, il a amené ses enfants. Qu'est-ce qu'on va se poser comme question? Pourquoi c'est Ephraim, Menaché et pas Lévi et Yosef? Une autre question. Pourquoi spécialement les héritiers Rouven et Shimon alors qu'il y en a 10 autres derrière? Rouven et Shimon, c'est les deux premiers. Ouais, c'est les deux premiers. Ça veut dire, C'est pour nous dire, si c'est vrai que c'est héritier à part entière. si tu dis je vais donner l'héritage comme à Rouven et Shimon, c'est-à-dire je vais leur donner le même héritage aussi à Rouven et Shimon, c'est pas possible. Pourquoi il dit comme mes fils? Ah, d'accord, enfin, dans le chat, c'est la même idée. À savoir, je leur donne comme mes propres enfants, comme, ils sont deux, donc comme Rouven et Shimon qui reçoivent chacun une part. D'accord? Une autre question qui pourrait se poser. Vous ne trouvez pas ça, que l'histoire revient sur elle-même? Pourquoi on se trouve en Égypte à cette époque-là de l'histoire? Les familles. Les honnêtes. Il y a des notes? Les familles en Israël. C'est fait été rendu par ses frères. D'accord. Un peu plus loin. La famille. Le favoritisme. En fait, Jacob a favorisé Yosef. Qu'est-ce que ça fait? Toutes les jalousies ont monté et se sont enflammées. Et finalement, Yosef a été vendu, la famille, ils arrivent en Égypte, etc. Et qu'est-ce qu'il fait Jacob maintenant? Ben, on n'apprend pas. On recommence. Qu'est-ce que oui, non, rebelote, rebelote. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? On recommence l'histoire. On est tous arrivés en Égypte à cause du favoritisme, et qu'est-ce qu'il fait encore maintenant? Il favorise. Et qui? Les enfants du favori. Pourquoi? On va pas s'arrêter? On peut pas apprendre de l'histoire. C'est ça, c'est contredit parce qu'apparemment il donne pas de part à Yosef pour ses fils. Alors apparemment il ne donne pas de part à Yosef pour ses fils. Donc on pourrait dire en fait c'est la part de Yosef qui vient à ses fils. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il a fait de nouveau? Il a favorisé Yosef. Pourquoi? Pourquoi? Bon, Pasukva. Umolatecha sherolata hareem lechayu. Hashem achem ikaru ben achalata. Continue Jacob, il nous dit, tu sais, Yosef, je sais que tu as eu d'autres enfants. À savoir, depuis 17 ans que Jacob il est là, Yosef il a eu d'autres enfants. Il a eu 2 enfants avant que Jacob arrive en Égypte. Depuis, il a eu encore 38 enfants. Je ne sais pas, je jette un chiffre. Il a eu d'autres enfants. Mais qu'est-ce qu'il dit Jacob? Jacob il dit, tous les enfants qui sont nés après que je suis arrivé, eux, niet, ils reçoivent rien du tout. Ils prennent l'héritage au sein de Ménaché et Ephraim. Vous avez une question à vous poser? Pourquoi? 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 Quel rapport? Pourquoi s'ils sont nés avant ou ils sont nés après, ils reçoivent une part différente? Pourquoi ceux qui sont nés avant, qui ils reçoivent une part de lion, comme Rouven et Shimon, et ceux qui viennent après, rien du tout? Du coup, Yosef il est roi d'Égypte, presque roi d'Égypte. Oui. Donc, quand même une
Mais tous ses enfants, ils sont importants. C'est vrai, mais là, je veux dire, Youssef, là, c'est le patron. Là. Ben, c'est le patron, il n'y a pas de problème. Alors, de part, c'est le patron. Et tous ses enfants, tu t'imagines ce qui a dû se passer quand il est rentré à la maison, Youssef? Il dit, bon, et Manaché et Ephraim me reçoivent 2 parts. Et tous les autres, ils disent, et nous? Et il dit, non, vous, il vous a oublié. C'est pire que ça. C'est pas juste. C'est une question d'importance, de priorité. Que l'avenir d'Israël, il a entre les mains de Youssef parce qu'il le roi, il programme son nom. D'accord, mais alors, tous ses enfants, c'est ses enfants. Quelle différence entre les enfants? Bon, Pasuk Vav, on a compris? On n'a pas compris. Pasuk Zayin. Donc je répète, jusqu'à présent, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, on n'a rien compris. C'est-à-dire que Jacob, il parle, et on se pose la question, pourquoi tac? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais dis-nous, qu'est-ce que tu veux lui dire à ce Yosef? On ne comprend pas. Il raconte sa vie. Et on ne comprend pas quel rapport entre un élément et un autre élément. Bon, Pasuk Zayin. Le 7e, Shvi Kodesh. Vani, Bevoï Padan. Moi, quand je suis revenu de Padan, alors c'est pas il y a 77 ans, ça c'est déjà 14 ans, et 20 ans, ça fait 34 ans, donc quand il a 104 ans. Donc il y a de cela 33 ans. Il dit, il y a 33 ans, quand je suis revenu de chez Laban, Meta alay Rachel, Be'eretz Kenan, Bader. Alors, Rachel, elle est morte. C'est qui Rachel? La mère de Yosef. Donc il dit à Yosef, ta mère est morte à 33 ans. L'autre qui voit quand j'étais en chemin pour arriver à Ephraim. Va avec Béracha, BDF, Ephraim, dit Bethléem. Mais je l'ai enterré à Bethléem. Vous avez une question? Ah, il parle de ça, je me rappelle. Ah bon. Quel rapport? Pourquoi il parle de ça? Mais qu'est-ce qui se passe? On a vraiment, je ne sais pas si vous voyez vous voyez l'histoire, l'image devant vous. Vous comprenez? Comme ça, le roi, enfin, le premier ministre d'Égypte, avec ses 2 enfants, et un petit vieux comme ça, et qui commence à 36-15, raconte-moi ta vie. Vous ne connaissez pas de militaire, c'est pas entendu. Ça des années avec un militaire, comme ça, il y avait 36-15, qu'on rappelle. Qu'est-ce qu'il leur raconte? Et qui racontait, voilà, à 74 ans, il y a eu ça, à 70 ans, il y a eu ça, à 33 ans, il y a eu ça. Vraiment, tu as l'impression de petit vieux qui radote. Pourquoi? Vous avez noté la question? Passouk Crète. Je suis désolé, aujourd'hui, je ne comprends rien. Alors, Passouk. Vayar Israël Bene Yosef. Et voilà que Israël voit les enfants de Yosef. Vayomer Miel. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est qui eux? Vous comprenez? Donc il voit ses petits-enfants. Et il pose la question à Yosef. Il dit, c'est qui cela? Vous avez une question? On a pris une. Il a dit avant qu'ils viennent. On a dit avant qu'ils viennent. Je vais leur donner une partie. C'est que maintenant que tu veux. Ça fait combien de temps qu'ils sont là? Ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans qu'il est en Égypte, puisque le passage qui nous dit, bah, écrit Yaakov, Yaakov, il a vécu en Égypte 17 ans. Donc ça fait 17 ans qu'il sait c'est qui Ephraim, même nager. Et il les voit, qu'est-ce qu'il dit? C'est qui eux? Alors maintenant, c'est plus il radote, c'est déjà dans l'impression qu'il est déjà, on est qu'on s'appelle la maladie là, Alzheimer. Alors qu'est-ce qui se passe? Yoma Yosef, qu'est-ce qu'il répond Yosef? Elle a dit à son père, Banaïe, c'est mes enfants. Hachanatan et Elohim, c'est Dieu me les a donnés dans cette terre-là. Yoma, alors il lui répond, Kachem Naïla et Bavarachem, amène-les-moi et je les bénis. Et après le chéni, on arrive finalement, on va dire, à ce qu'on voulait entendre. Yaakov, béni, Ephraim et Menaché. Voilà. C'est les psukim que je veux qu'on étudie aujourd'hui, Bezrat Hashem, à savoir 9 psukim, 9 questions. Quelqu'un d'autre peut-être des questions? On va faire ça de façon très succincte. Pasuk Aleph, Pasuk Bet. On a dit à Yosef que ton père vient, t'es malade. On a dit à Yaakov, il faut venir. On ne comprend pas quel intérêt de cette. On a dit. On ne comprend pas pourquoi on doit dire qu'est-ce qui se passe. Pasuk Gimel et Pasuk Dalet. Yaakov, il raconte à son fils, Dieu m'a béni, j'ai parlé avec Dieu à Luz.
Quel rappel? Pasuk Vav. Yaakov promet de donner aux enfants de Yosef une part d'héritage égale à celle de Rouven et Shimon, mais attention, que ceux qui sont nés avant qu'Yaakov vienne. Et on pose la question, quel rapport avec le sujet? Pourquoi que ces deux-là les reçoivent? Pourquoi pas les autres? Pasuk Zain. Yaakov rappelle à son fils que sa mère est morte il y a de cela 33 ans. J'imagine que Yosef, il n'avait pas oublié. J'imagine. D'accord? Pasuk Chet. Yaakov se rappelle et il pose la question, c'est qui ces deux-là? Pasuk Tet. Yosef, il répond, c'est mes enfants. C'est le pasuk le plus compréhensif, c'est le pasuk Tet. D'accord? Les choses sont claires? Alors, Bezrat Hashem, pour essayer de comprendre tout ça, on va tout simplement essayer de se remémorer la situation dans laquelle on se trouve. Et à partir de cela, on va voir que ce discours de Yaakov n'est pas du tout le discours d'un petit vieux qui radote, mais un discours d'une finesse extraordinaire. C'est, on va dire, c'est le discours de Yaakov. Le discours dans lequel il va faire passer le message le plus fin et le plus intense à faire passer à ses enfants, à la génération prochaine. Et on va voir ce qui va se passer. Alors, on va commencer par les deux premiers psaumes. Yaakov, on dit à Yosef, ton père est malade. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit à Yosef, ton père est malade. Dites-moi, déduction logique, qu'est-ce que ça nous apprend sur la situation Yaakov et Yosef? Ils sont éloignés. Pourquoi? Yosef, c'est un rôle, enfin, presque. Yosef est vice-roi. Il est vice-roi. Et donc forcément, on sait qu'il se trouve en Égypte. Et Yaakov, où c'est qu'il se trouve? Non, pas en Canaan. Il est aussi en Égypte. Seulement, il ne se trouve pas dans la même Égypte. Yaakov, il se trouve où? À Goshen. C'est quoi Goshen en bataille? Goshen, ça commence par un G. Comme le mot ghetto. Goshen, c'est le premier ghetto juif. À savoir, les Juifs, ils arrivent en Égypte. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent une place, mais ils veulent être comment? Entre eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent à Paro, nous sommes des bergers. Vous êtes des bergers? Mettez-vous de côté, on ne veut pas vous voir. Pourquoi on ne veut pas aller voir les bergers? Parce que les bergers, pour les Égyptiens, c'est une diffamation. Donc qu'est-ce qu'il fait Paro? Ils disent, vous voulez être bergers, je vous envoie tous à Goshen. Et les Juifs qui sont tout contents, et ils disent, on a gagné. On a gagné. La dernière chose qu'ils voulaient, c'était quoi? Être proche de Paro dans la capitale. Pourquoi? Dans la capitale, tu peux pas faire ton judaïsme tranquillement. Qu'est-ce qui se passe? Ils se sont dit, on va se mettre à l'écart, tranquillement, ou donc dans la grande province, bien éloignée, nos murailles à nous, et on va faire ce qu'on appelle Goshen. La première chose qu'ils vont faire à Goshen, c'est quoi d'après nos sages? Ils vont ouvrir une maison d'études. Yehuda va ouvrir une maison d'études à Goshen. Donc là-bas, tu as le Bet Midrash, le Bet Knesset, tout ce qu'il faut. Il y a le héros, vraiment c'est, comment ça s'appelle? Strasbourg. D'accord? Ils ont fait ça à le ghetto Goshen. Où c'est qu'il habite, Yosef? Yosef, il habite où? Dans la capitale. Pourquoi? Il doit gérer les vice-rois. Il est vice-roi. Donc lui, il se trouve en plein Paris, pas en plein Paris, dans le palais de l'Élysée. Toute la journée, à quoi il occupait? Les affaires du pays. D'accord? L'armée égyptienne, l'économie égyptienne, tout ce qu'un vice-roi doit gérer. En gros, il est occupé comme ça. Et pourquoi il n'a pas le temps? S'il avait un téléphone comme vous en avez aujourd'hui, c'est évident qu'il aurait appelé son père et sa mère au moins une fois par jour. Mais à cette époque-là, il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas de WhatsApp. Il n'y a pas d'Internet. Il n'y a pas de téléphone avec le fil, ni comme ça. Il n'y a rien. Si tu veux parler avec quelqu'un, qu'est-ce que tu dois faire? Ton chameau, tu voyages et tu le vois. Bon, alors dites-moi, le vice-roi d'Égypte, combien de fois il peut prendre le dos de chameau, ou bien le char, royal, combien de fois il peut aller voir son père? Une fois Pas tous les jours, c'est sûr. Donc il va le voir de temps en temps.
Mais alors qu'est-ce qu'il fait? Il a laissé quelqu'un de confiance proche de Yaakov et il lui dit, si jamais tu vois que le cas de mon père s'aggrave, qu'est-ce que tu fais? Tu viens vite m'appeler pour me dire que je ne suis pas présent. Donc c'est ce que le pasteur qui nous dit. Vayomer le Yosef, quelqu'un veut le dire à Yosef, il est avichacholé. Ton père il est malade. Qu'est-ce qu'il fait Yosef? Tout de suite il dit, bon, papa est malade, qu'est-ce qu'il prend avec lui? Il a 2 enfants, il faut qu'il les bénisse avant de mourir. Il prend ses 2 enfants et il voyage vers Yaakov. Très bien. Vayuga le Yaakov, ine mincha Yosef ba'elecha. On a dit à Yaakov, voici que ton fils Yosef arrive. On s'est posé la question, c'est qui ce on a dit? C'est qui ce on a dit? Vous savez c'est qui ce on a dit? Vous avez déjà vu le cortège du président de la République qui passe dans les rues de Paris? Ça passe inaperçu? Non. T'as les motards, les chevaux, d'accord? Les sirènes dans tous les sens. Pourquoi? Comment ça s'appelle? C'est le président. Attends, le vice-président, le ministre de la Défense, il passe dans les rues de Paris. Comment ça se passe? Il passe dans une petite... non, avec le klaxon, pas du tout. Évidemment, c'est la même chose. Tu as le cortège, on va dire, vice-présidentiel. Donc, c'est un cortège. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, si le président, il va visiter quelqu'un, qu'est-ce qui se passe automatiquement? Tous les bonhommes avec les... Comment ça s'appelle? Avec les... Comment ça s'appelle les Madonna, comment ça s'appelle les... Micro. Ouais, les oreillettes, etc. Ils avancent, le président, il arrive, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a Yosef, il vient voir son père. C'est vice-président. Vice-président oblige. Qu'est-ce qui se passe? La sécurité du cortège va prévenir que le roi, il arrive. Maintenant, je réponds à ta question. Pourquoi il y a marqué Vayomer et pourquoi Vayugad? Vayomer, c'est l'envoyé de Yosef qui vient parler à Yosef. Comment on parle au vice-président? C'est quoi Vayomer en hébreu? On a dit. Mais c'est quel dit? C'est comment on dit? C'est Vayomer, c'est quel verbe? Dire poliment. Dire poliment, Vayomer. Vayomer, c'est dire avec douceur. Vayomer, c'est dire avec douceur. Vaïdaber, c'est dire comment? De façon dure. Vayugad. Vayugad, nos sages nous disent, c'est parler avec des comment ça s'appelle? Tu flagelles quelqu'un. Vayugad, ça vient du mot gidim. Gidim, c'est comment ça s'appelle? Les ligaments. Les ligaments. C'est pour ça qu'on parle, nos sages nous disent, Kotomar, les Beit Yaakov, Vetaged, l'Ibné Israël. Nos sages nous disent, c'est quoi Vetaged, l'Ibné Israël? Tu vas leur parler avec fermeté. Il faut faire la halakha. Vayugad, les Yaakov. Pourquoi Vayugad, les Yaakov? C'est qui vient nous parler? Le cortège royal. Alors dit, pour le cortège royal, celui qu'on va voir, celui que le roi il va voir, il est toujours en position d'infériorité. Donc comment il lui parle à Yaakov? Vayugad. Pas forcément mal. Mais il dit, monsieur, le vice-roi arrive. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il s'assoit. Il se prend place et il s'assoit. Pourquoi? Vice-roi. Nos sages nous disent, Yaakov, malgré que c'est son fils, nos sages nous disent, malgré que c'est son fils, il donne respect à la royauté. On voit le décor? On a compris le décor maintenant? Allez, passe au bête. Il nous faut un peu le décor de qu'est-ce qui se passe. Nous avons d'un côté le vice-roi d'Égypte, de l'autre côté, le père du vice-roi d'Égypte. Et voici que le père commence à parler. Et ce père qui commence à parler, il commence à raconter à son fils. Et il lui dit, tu sais, Yatzlo a 77 ans. J'étais en Eretz Israël. Et là-bas, j'ai reçu une prophétie. Pourquoi il lui raconte ça? Tout simplement. Yosef, comment il vit sa vie? Comme un roi. Mais un roi de quel pays? Roi d'Égypte. Comment on va dire que Yosef il se sent? Égyptien ou israélien? Égyptien. A priori, ils se sont égyptiens jusqu'en haut, jusqu'au bout des doigts. Et qu'est-ce qui vient Yaakov lui parler? Il dit, tu sais, moi j'ai reçu la prophétie. Regardez comment
Yomer Yaakov et Yosef. Yaakov dit à Yosef, El Shaddai la nira Elouz. J'ai parlé avec Dieu à Luz. Et qu'est-ce qu'il ajoute tout de suite? Beretz Kenaan. En gros, il lui dit, la prophétie, moi j'ai eu la prophétie. Mais c'est où qu'on reçoit la prophétie? Seulement en Eretz Israël. Et donc en fait, qu'est-ce qu'il commence à lui dire maintenant en douce, gentiment? Il dit, c'est bien beau d'être le roi d'Égypte, mais la prophétie, c'est pas ici. La prophétie, c'est là-bas. Et qu'est-ce qu'on m'a dit dans cette prophétie? Il est dit, je vais te faire être un nombre peuple. Et je vais donner cette terre à ta descendance. Bon, ouvrons les parenthèses. C'est qui la descendance de Yaakov? Yosef entre autres. Donc qu'est-ce qu'il est en train de lui dire gentiment et en douce Yaakov à Yosef? Il dit, ta terre, c'est pas ici. Fais attention, tu viens avec ton beau cortège, avec tes motards, tu viens avec ton drapeau de la République, et on crie devant toi, vive le vice-président. Mais sache, ta terre, c'est pas ici. Ta terre, c'est où? La terre sur laquelle tu as un véritable droit, c'est où? C'est là-bas. J'ai une question là. Oui. Alors pourquoi il avait 17 ans en Égypte? Pourquoi Yaakov a vécu 17 ans en Égypte? Il est avec ses enfants. On va voir justement, il faut comprendre ce qui se passe maintenant. Il aurait voulu dire à tous d'aller directement en Israël. Alors, il ne pouvait pas, il y avait la famine, il y avait toute une situation. Maintenant, ce qui se passe, c'est que maintenant Yaakov va mourir. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire en fait? À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il est en train de faire son testament spirituel. Et qu'est-ce qu'il lui fait comme testament spirituel? Première chose, il lui dit, la prophétie, c'est là. La promesse de la terre, c'est là-bas. Continue. Verata. Et maintenant. Et maintenant, tu as deux enfants. Et je leur donne une part où? En Eretz Israël. Pas où? En Égypte, évidemment. Pourquoi il donne une part aux enfants de Yosef en Eretz Israël? Et pourquoi pas au reste de ses petits-enfants? Ceux qui n'ont pas été en français. Ceux qui n'ont pas été enfants, qui n'a pas été enfants? Non, mais c'est ça qui ont pas. Hein? C'est ça qui ont pas. C'est les seuls qui n'ont pas vendu Yosef. Ah, mais les autres petits-enfants aussi, ils n'ont pas vendu Yosef. Dites-moi, j'ai une question. Comment vous comprenez le fait que Yaakov il dit à la fin des psukim, c'est qui cela? Il ressemble à des C'est pas Égyptiens. bête. Il ressemble à... Égyptiens. Pourquoi il ressemble à des Égyptiens? C'était pas Tu bête. m'habilles. Non, mais ce sont des princes d'Égypte. Ce sont les enfants du vice-roi d'Égypte. Dans quelle école ils sont éduqués? Henri IV. Quand ils vont aller comme ça, le chien des Hirsch? Pas du tout. Ce sont les enfants du vice-roi d'Égypte. Ils vont étudier où? À Charlemagne, à Henri IV. Pourquoi? Noblesse. Noblesse oblige. Comment ils sont habillés? Avec la petite jupe, la barbe postiche, comme s'appelle hein? Le collier est là, d'accord? Et ils ont l'air comme les Égyptiens, comme on les voit dans les pyramides, comme ça. Alors quand il les voit Jacob, qu'est-ce qu'il dit avec un clin d'œil? C'est qui ceux-là? Bon, a priori il les a reconnus. Mais qu'est-ce qu'il est en train de leur faire comme... Quelle est la remarque en fait? De quoi vous avez l'air? Mais en fait, qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi ceux-là ils ont l'air comme ça? Parce qu'ils ont été intégrés dans ce pays. Ils ont été intégrés dans ce pays, ils ont été intégrés, Assimilés. ils ont été assimilés. Non, parce qu'à chaque fois, on dit on peut prendre. Non, Bota, ils sont nés là-bas. Ouais, ouais. Ils sont nés là-bas. Quand ils sont nés, Yaakov était déjà vice-roi. Pardon, Yosef était déjà vice-roi. Il s'est marié avec Asenat, après qu'il est devenu vice-roi. Et qu'est-ce qu'il a eu après qu'il a été... Il s'est marié avec Asenat en tant que vice-roi. Deux enfants. Lesquels? Ephraïm et Menaché. Donc eux, ils sont nés dans le palais impérial. Ils sont nés dans le palais présidentiel. Et comment ils ont été éduqués? Depuis le bébé, vous êtes des Égyptiens, juifs, égyptiens. Bon, il y a quelque chose qui n'est pas très clair au niveau de leur identité. Qu'est-ce qui fait Yaakov? Qu'est-ce qui fait Yaakov? Il leur rappelle d'où ils viennent. Maintenant, d'accord, c'est vrai. C'est tout. Et
Il rappelle à Yosef, on a vu. Mais qu'est-ce qu'il fait spécifiquement par rapport à ces deux enfants-là? Il leur donne une partie dans la terre. Pourquoi? C'est pas l'Égypte leur pays. Pour leur dire que l'Égypte n'est pas leur pays, et surtout pourquoi? Pour leur donner L'héritage. Une tâche. un point d'attache. Un point d'attache. Comment il va relier ces enfants-là qui n'ont jamais vu l'Eretz Israël? Ils sont pas nés là-bas, ils n'ont jamais mis les pieds là-bas. Ils savent pas de quoi tu parles. Tu leur dis Israël, c'est comme le Français qui a jamais quitté la France. Tu lui dis le côté, il dit c'est quoi? Le mur des lamentations, tout le monde pleure là-bas. Il sait pas, il comprend pas, il a jamais vu. Les enfants de Yaakov, de Yosef, vous vous rendez compte? Les petits enfants de Yaakov avec nous, ils n'ont jamais mis les pieds en Eretz Israël. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu leur dis l'Égypte, le sang il vibre. Ils voient la moto et les motards et ils sont la France, nos enfants, comme ça, ils sont comme ça. Mais tu lui dis, la Tigva, comment il reçoit la chose? C'est les plus grands, c'est les plus petits. C'est les plus grands. Attends une seconde, tu as posé une très bonne question. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait en fait, Yaakov? Regardez comme il est fin. Qu'est-ce qu'il fait pour lier ses petits-enfants à la terre de leur père? Hein? Non, pas parce que quand il ne reconnaît pas, c'est la fin. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il parle à Yosef. Il lui dit, sache, tes deux enfants, ce sont mes enfants. Je leur donne une part d'héritage de manière à ce que quoi? Que ces enfants, ils aient quelque chose à chercher en Eretz Israël. Qu'ils sachent que je leur ai donné la maison. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? On va y aller. Donc en fait, il leur crée un point d'attache. Maintenant, a priori, il aurait dû faire ça pour qui? Pour tous les enfants. Quelle est la différence entre Ephraim et Ménaché et le reste? Ils n'ont pas été influencés. Comment ils n'ont pas été influencés? Non, parce qu'on dit leur père pour être comme Ephraim et Ménaché, complètement influencés, sachant qu'ils étaient en Égypte. D'accord, c'est pas en Égypte. Mais il y a une différence entre Ephraim et Ménaché et le reste des enfants. C'est quoi la barrière? Où c'est qu'elle passe? Le pasteur le dit. Où c'est que la barrière elle passe? Ceux qui sont avant qu'Yaakov y arrive et ceux qui sont après que Yaakov y arrive. Quelle est la différence? Ils ont la même. Il y en a qui, en fait, ils ont vécu toute leur vie d'adolescent, etc., avant que le grand-père arrive. Donc, ils ont vécu une vie d'Égyptiens. Il y en a qui sont nés après qu'Yaakov il est là. À partir du moment où ils sont nés après qu'Yaakov il est là, donc, ils ont vécu déjà dans une ambiance un peu juive. Donc, le véritable danger, il est pour qui? Pour Ephraim et Ménaché. Ceux qui ont finalement vécu la majorité de leur vie en tant que prince d'Égypte. Ces deux-là, qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il leur donne une part. Le reste, il leur dit, vous êtes comme tout le monde. Vous héritez avec vos frères. Mais ces deux-là, je veux les sauver. Parce que ces deux-là, en fait, ils sont dans le plus grand danger d'assimilation. Très bien. Continuons les paroles de Yaakov. Passouk, on est arrivé à quel Passouk? Non, on a déjà fait. Zayn. Maintenant, vous allez avoir le coup de grâce. Vani et moi, quand je suis revenu de chez Laban, parce qu'on ne va jamais en dehors d'Eretz Israël, je suis revenu dans ma terre en Eretz Israël. Qui c'est qui est mort sur le chemin? Ta mère. Et donc je te rappelle, ta mère, où c'est qu'elle est enterrée? Elle est enterrée là-bas. Le coup de grâce. C'est que maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de dire à Yosef? Regarde. La promesse, elle est là-bas. La prophétie, elle est là-bas. L'héritage, il est là-bas. Ta mère, elle est là-bas. Et donc, quelle est la question qui se pose? Et toi, où c'est que tu es? Alors, regardez ce qui s'est passé. Yaakov, Yosef, il est venu en tant que quoi? Vice-président. Les motards. Donc, Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait? Il respecte. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Retournement de situation totale. Yosef qui vient en fait en tant que vice-roi d'Égypte, qu'est-ce qu'il est en train de faire, lui dire Yaakov? Vice-roi ou pas vice-roi, et tu ne devras jamais oublier que tu n'es pas chez toi. Tu n'es pas chez toi. Ta véritable pays, ton véritable héritage, il n'est pas là. Il est là-bas. Là où est ta mère, là où ton père a reçu la prophétie, là où tes enfants ont leur héritage, etc. Vayar Israël et Bnei Yosef. Et voici que Israël voit les enfants de Yosef. Vayomer mi-ele. Et il pose la question, c'est qui eux? Bon, a priori, comme on l'a dit,
il sait de qui il s'agit. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire en fait? Maintenant, il les regarde. Et il dit à Yosef, c'est qui ceux-là? À savoir, dis-moi, ils ont vraiment l'air, tu crois, comme un juif, il doit avoir l'air. Et qu'est-ce qu'il fait Yosef? Regardez la réponse de Yosef. Nos sages, vous savez qu'est-ce qu'il dit sur ces passages? Mais elle est. Nos sages, ils disent, dis-moi, c'est tes enfants? Non, c'est pas vrai, c'est pas des enfants. Ça peut pas être tes enfants. Et qu'est-ce qu'il dit Yosef? Banaïm, c'est mes enfants. Ashenatani Elohim basé. C'est Dieu qui me les a donnés. Yosef, nos sages disent, il a sorti la Ktouba, il dit, je te promets, voilà, j'ai la preuve. Ouais, attends, il ne savait pas jusqu'à présent que c'était ses enfants avec la preuve de la Ktouba. Qu'est-ce qu'il croyait? Et c'est quoi en fait? Qu'est-ce que nos sages veulent nous dire? Qu'est-ce qu'en fait? À qui on demande d'amener la Ktouba? Pourquoi on demande qu'il amener sa Ktouba? Pour prouver qu'il est juif. Pour prouver qu'il est juif. Donc en fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire Yaakov à Yosef? Ils sont juifs. Il lui dit, dis-moi, tes enfants ils sont juifs, ils sont pas juifs. C'est très bien qu'ils sont juifs. Mais qu'est-ce qu'il est en train de lui dire en fait? Est-ce que vraiment ils vont continuer à être juifs? Est-ce que vraiment ils ont leur identité? Est-ce que vraiment elle est bien ancrée en eux ou pas? Qu'est-ce qu'il répond Yosef? Oui, ils ont la Ktouba. J'ai la Ktouba de leur mère, à savoir, papa, c'est vrai qu'ils ont l'air comme des princes égyptiens. C'est vrai qu'ils ont l'air qu'il y a un danger d'assimilation. C'est vrai qu'on habite en plein milieu de la capitale, dans le palais présidentiel. C'est vrai que nous, on n'habite pas à Goshen dans le ghetto. Mais papa, je te promets, oui, j'ai gardé leur éducation. Ensuite, il y a la bénédiction de Yosef. Vous vous rendez compte? Toute cette introduction, en fait, aux paroles de Yosef, aux paroles de Jacob, c'est quoi? C'est un radotage de petit vieux. C'est un discours, on va dire, avec beaucoup de finesse, dans lequel Jacob, en fait, fait passer son message, son testament. À savoir, je vais mourir. Je suis, moi, en fait, le représentant de cette on va dire, de cette lignée qui attend d'habiter en Eretz Israël. Vous êtes la continuation. N'oubliez pas votre... Ça, c'est le début de la paracha. Voyons voir la fin de la paracha. La fin de la paracha, Pérec, même tête. Ah, pourquoi Jacob et Israël? Tout simplement, excellente question. Pourquoi Jacob et Israël? Jacob, c'est le nom de quoi? Jacob, c'est le nom de quoi? Le nom d'exil. Israël, c'est le nom de quoi? C'est le nom d'Israël quand il devient Kisari, Taïm Elohim et Malachim Batuchal. Donc c'est le nom, on va dire, de force. Israël qui s'assoit sur le lit, a priori tu aurais pu croire, il est en position de faiblesse. Et malgré ça, le pasteur nous dit Israël. Pourquoi? Tout simplement, il va commencer à en faire de lui. Il va commencer à parler à Jacob. Comment c'est lui? C'est qui finalement qui va prendre le dessus? A priori, c'est Yosef qui vient dans l'histoire, mais finalement, qui c'est qui va faire passer son message? Israël. Donc Israël qui s'assoit sur le lui, c'est le début du discours qui va en fait faire passer le message à Yosef, de ne pas se lier à Yaakov, le juif de Galoum, mais de se lier à Israël. Maintenant, on va lire ensemble Pasouk Memtet, Perek Memtet, Pasouk Kaftet. Nous sommes à la fin de la paracha. Yaakov a béni Ephraim et Manassé. Yaakov a béni tous ses enfants. Après qu'il a béni tous ses enfants, voilà ce qui va se dire. Vaïtsaotam, et il les a ordonnés donc à ses fils. Vayomer Alek, il leur dit la chose suivante. Ani Mesa Benami. Voici que je vais mourir. Kivroti la otage, je vous demande de m'enterrer auprès de mes pères, et la Meharat Amarpela, Asher Bisde Ephron Achiti, qui est dans le champ de Ephron le Chiti. Ba Meharat, dans la grotte, Asher Bisde Amarpela, qui est dans Sde Marpela. Asher Alpne Mamre, qui se trouve à côté de Mamre. Be'eretz Kenan, en Eretz Israël. Asher Kana Abraham et Tasadeh, la grotte qui avait été achetée par Abraham, mais était bonne, celle qu'il a achetée de Ephron, Achiti, la Khuzat Kaver, en tant que caveau perpétué. Shama Kavro est Abraham, c'est là-bas que Abraham a été enterré. Ve Sarah Ishto, et Sarah sa femme. Shama Kavro est Yitzhak, là-bas Yitzhak a été enterré. Ve Rivka Ishto, et Rivka sa femme. Ve Shama Kavartit là, et là-bas j'ai enterré Léa.
Mikne Asadeh Bamarash. Vous savez, on a payé les Me'arat Marpella. Mais Benechet, on a payé ça chez Benechet. Etc. Vous avez une question que vous posez sur le souris? Oui, je t'écoute. C'est long pour un C'est un peu long, oui. Un peu détaillé pour quelque chose que Ça se probablement. a priori tout le monde connaît depuis longtemps. Cette histoire-là, que Me'arat Marpella, c'est l'endroit où sont enterrés Abraham, Yitzhak, Rivka, enfin Abraham, Yitzhak et. Enfin, Abraham et Sarah, Rivka et Yitzhak. Léa, on la connaît? On la connaît. Les enfants de Jacob, ils connaissent cette histoire? Ils la connaissent. On parle de leur grand-père, de leur arrière-grand-père. C'est sûr qu'ils connaissent l'histoire. Yitzhak, leur grand-père, oui, ils connaissent l'histoire. Ils savent très bien que ça a été acheté de Ephron le Chiti. Et ils savent très bien qui c'est qui est enterré là-bas. Qu'est-ce qu'il veut de Jacob? Qu'est-ce qu'il leur raconte? Encore une fois, Hérodote. Maintenant, une autre question. Il y a une autre question qui se pose. Le premier pas ce qu'on a dit. Vaïtzav otam les morts, il leur ordonne enterrez-moi en Eretz Israël. Il y a combien de ça? Ah, il y a ça, Yosef. Il a déjà dit ça Yosef. à Yosef. Au tout début de la paracha, les premiers psukim qu'on a vus, qu'est-ce qu'il dit à Yosef? Allah, ne m'enterre pas en Égypte. Alors il fait plus confiance à Yosef? Non, mais c'est. Non, mais il a pas il a dit précisé. enterrement en Égypte, il a dit enterrement en Israël. Oui. Et là aussi, il dit n'enterre pas en Égypte, enterre-moi en Israël. Non, mais il a bien précisé au début. Non, il a dit, il va le Gouratin. Il leur a dit, enterre-moi dans le caveau de mes pères. Pourquoi il rappelle ça? Il ne fait pas confiance à Yosef. Il pense qu'il va lui mentir. Il pense qu'il va dire, ah, c'est pas grave. Faut dire peut-être que si lui il va là-bas, ça sera pareil pour lui. Lui, voilà, c'est pas pour lui. En bouteille. Regardez ce qu'on a expliqué. Comment on explique les choses au début? Jacob, il fait passer son. Il fait passer son message. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regardez un exemple. Il y a un papa, il marche dans la rue avec son fils, avec son fils. Il prend par la main, comme ça, il se balade, et il voit un pauvre sur le côté du chemin. Le papa prend une pièce de son porte-monnaie, il donne à son fils. Il dit, je t'en supplie, mon fils, va lui donner au pauvre. Bon. Le fils a rendu service au père? Non, c'est juste son père, il a voulu lui apprendre. Son père, il a voulu l'éduquer. Mais comment il fait les choses? Rends-moi service. Amène ça au pauvre. Bon. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Jacob? Il dit à ses enfants, amenez-moi en Israël. C'est quoi son but? Je vais retourner en Israël. Tout simplement que eux, Isaac, qu'ils n'oublient pas leur endroit. Maintenant, comment il fait ça? Il leur dit, vous savez où vous allez m'enterrer? Là où était enterré votre arrière-grand-père. Là où était enterré votre grand-père. Là où est enterré votre mère. Là-bas, vous m'enterrez. À savoir, bon, je sais très bien que vous êtes ici en Égypte, bien installé, que vous avez des bonnes situations, que les affaires, elles marchent. J'ai très bien compris. Je sais très bien que vous n'avez pas envie de partir d'Égypte de l'époque. Mais je vous demande quelque chose. N'oubliez pas où sont vos racines. Maintenant, au point de vue technique, Yosef, il peut faire l'affaire? Au point de vue technique, l'amener Jacob en Israël, il peut le faire? Évidemment, il est vice-roi. Finalement, c'est lui qui va demander l'autorisation, c'est le vice-roi. C'est lui qui donne le visa. Le passeport, c'est lui qui le donne. Maintenant, pourquoi il demande à tous ses enfants? C'est parce qu'il veut que le message, il passe à tous ses enfants. Il a commencé par Yosef parce que c'est Yosef qui est en plus grand danger. C'est celui qui a le plus grand danger d'assimilation. Il est dans le palais. Le reste des enfants, ils sont à Goshen. Beaucoup moins danger d'assimilation, mais ils sont quand même en danger d'assimilation. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, malgré que je l'ai dit à Yosef, je vous demande à vous tous d'être partie prenante dans mon enterrement. Pourquoi? Tout simplement, il veut faire passer le message à tous ses enfants. Alors en fait, on voit que pour cette paracha de Vaïri, la paracha de Vaïri, on sait qu'elle est stouma, elle est fermée. Nos sages nous disent pourquoi. Parce qu'à partir du moment, le dernier passage de la paracha, c'est quoi? Non, pardon. Le dernier passage de Vaïgash, c'est quoi? Voyez, chez Israël, Beretz Mitzrayim, Beretz Goshen. Le peuple juif, donc, habite en Mitzrayim, en Eretz Goshen. Voyez, à Chazouba, ils se sont bien implantés. Vaïtrou, Vaïtrou, Méod, et ils se sont multipliés. Nos sages nous disent, là, c'est le début de la galoute. Ce passouk.
À partir du moment où le juif se sent chez lui, en dehors de son pays, et il est bien implanté, la situation elle marche et les affaires fructifient, c'est là que la galoute elle commence. Yaakov, il est très bien conscient de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il fait sur son lit de mort? Il fait subtilement passer le message. Et dit ses enfants, je comprends. Je comprends que la situation exige. Je comprends la parnassa, l'argent, etc. Je comprends tout. N'oubliez pas quelles sont vos racines. N'oubliez pas que la terre de la prophétie, c'est Eretz Israël. N'oubliez pas que la terre de la promesse, c'est Eretz Israël. N'oubliez pas que votre héritage est en Eretz Israël. N'oubliez pas que vos pères et votre histoire se trouvent en Eretz Israël. Et donc ce message de Yaakov, c'est pas un message, on va dire, de petit vieux qui raconte son histoire. C'est en fait un message pour toutes les générations. Toutes les générations à venir, toutes les générations qui vont se retrouver en galoute, de leur dire que même quand on est en galoute, ne jamais oublier quel est véritablement notre endroit, quelle est véritablement notre terre. C'était juste pour leur rappeler, c'était pas leur dire de partir. Ils savaient qu'il y avait un... Non, ils savaient qu'à ce moment-là, ce n'était pas possible. Juste leur... Seulement, même quand c'est pas possible, malgré que pendant des générations, tous les juifs, ils priaient, ils savaient que c'était impossible de monter en Eretz Israël. Mais tous les jours, ils ont quand même prié, que nos yeux, ils voient ta revenue en Eretz Israël. À savoir, même quand on ne peut pas venir, il y a une chose qu'on ne doit pas faire, c'est oublier. Même quand on ne peut pas venir, on doit quand même laisser et toujours attiser cette braise ardente d'amour pour notre pays, d'amour pour notre terre. Alors, si nous, on ne peut pas venir, qu'est-ce qui se passera? Alors, nos enfants, ils viendront. Mais comment nos enfants viendront? Par le mérite de notre attachement à nous. Si nous, aujourd'hui, nous avons le mérite d'être en Eretz Israël, c'est parce que nos parents, pendant 2000 ans, ils n'ont pas arrêté de prier tous les jours, vive le jour où nous verrons la terre d'Eretz Israël. Grâce à eux, nous, aujourd'hui, nous avons ce mérite. On va dire, ce message, c'est exactement le message que Jacob il fait passer à ses enfants. Il sait très bien qu'ils ne vont pas quitter l'Égypte maintenant, puisqu'il y a une promesse divine qu'ils doivent être en esclavage en Égypte. Seulement, qu'est-ce qu'il leur dit? Il n'y a pas de problème. Vous habitez ici, vous êtes en esclavage, tout ce que vous voulez. Mais vous ne devez jamais oublier d'où vous venez. Le véritable assimilation, c'est quand le juif commence à dire « Je suis français, juif ». Tant qu'il dit « Je suis juif français », c'est bon, on peut le sauver. S'il dit « Je suis français, juif », c'est raté. La chaîne, que tous les juifs français soient juifs et après français. Au Radona et les Amen. Amen.